Bonjour, Alan, salam alaikum. Asma, je vais terminer ce 16e siècle et bon, même si je suis pas très en forme apparemment parce qu'il faut être dans le bain, mais je vais vous parler du 16e siècle. Pourquoi? Parce qu'il y a une fameuse bataille de 1560 qui va opposer les Ottomans aux Turcs en 1560. Mais donc je dois vous parler de Djerba. Et avant de vous parler de toutes ces batailles qu'il y a eu au 16e siècle, je me rends compte qu'il y a plusieurs chapitres concernant Djerba que j'ai oubliés. Et donc vous vous souvenez qu'au XIIIe siècle, les Hafsides ont pris le pouvoir. En 1206, ils instaurent un peu leur royaume à partir de 1221-1229. Et donc ils se coupent des Mohades et ils clament un État, un royaume souverain et indépendant qui ne dépend plus des Mohades, lesquels sont en déclin. Alors, le souverain Hafsid, les sultans Hafsides ont l'ambition de faire un royaume uni, incluant les souverainetés du Constantinois, de la Tripolitaine, de l'île de Djerba. Cette volonté n'était partagée ni par le Constantinois, ni par la Tripolitaine, ni par Djerba. Donc, c'était pas évident de rassembler cet État Hafside. Et les Djerbiens vont trouver comme excuse en disant que le souverain de Tunis ne peut pas les protéger, ne peut pas les aider, et que donc ils ne doivent pas se soumettre à l'impôt. Puisqu'en 1224, l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen avait organisé une expédition sur Djerba, mais il y en a eu plusieurs des expéditions, et il y a eu des rafles d'hommes, des rafles de personnes. En 1227 aussi, le pape Grégoire IX, en proie à des intérêts conflictuels entre Aragonais et Siciliens, rappela à Frédéric II la promesse de ses pères pour faire la croisade au nom d'une solidarité chrétienne. Donc, vous voyez, les Normands n'étaient pas très catholiques. Bon, ils veulent bien être catholiques pour la bonne cause, si ça fait leur intérêt. Mais sinon, ils sont pas très portés sur la religion. Il faut voir durant le XIIe siècle. Et donc là, pour les piéger, on leur rappelle non pas leur promesse à eux, mais la promesse de leurs aïeux, de leurs grands-pères. Donc, vous voyez, le pape Grégoire IX rappelle la mémoire de solidarité à l'égard de Frédéric II de Sicile. Et donc le souverain va mener une croisade, la 6e croisade, mais il va être, c'est une croisade pacifique, sans conflit, sans bagarre, et donc le souverain va excommunier Frédéric II parce que peut-être qu'il espérait qu'ils allaient les degdaguer au lieu de mener une croisade pacifique avec le souverain d'Égypte. Bref, 1282, Pierre III d'Aragon étend son influence sur la Grande Île. La Grande Île, c'est la Sicile, donc 1282, et il rentre en désaccord avec Martin IV, le pape Martin IV, qui l'excommunia. Pourquoi? Parce que Martin IV soutenait les Angevins. Alors, petit rappel historique, nous sommes là en 1282. Je dois vous dire d'abord que l'expédition est partie de Tunis. L'expédition aragonaise est partie de Tunis vers la Sicile. Alors, ça veut dire qu'on ne nous a pas tout dit sur cette fameuse expédition de Louis IX à Tunis en 1270. Vous savez que c'est un peu une énigme. On dit que c'est une croisade, mais nous ne sommes pas sur la route des croisades. Elle est supportée par le pape. J'ai eu l'occasion de vous en parler. Et puis, cette flotte se retire. On parle du chagrin du souverain, la mort du souverain. Et en fait, il a son frère qui régnait sur la Sicile. Et donc là, les Aragonais, on n'en parle pas, mais dans le même temps, on sait qu'ils organisaient une croisade. Donc les Francs angevins organisaient une croisade et les Aragonais de Barcelone organisaient aussi une croisade. Et donc il y a certainement eu quelque chose à Tunis. Et donc c'est une part de l'histoire qu'on ne connaît pas, mais on a mystifié l'histoire enfin, vous savez, toutes les aptitudes de transformer une défaite en victoire. Et donc en 1282, il y a une expédition qui part de Tunis vers la Sicile. Et donc
À partir de là, on va voir de nombreuses conquêtes, de nombreuses expéditions sur le territoire, sur l'actuel territoire de la Tunisie, donc sur l'Ifriqiya, autant sur Qarqna, Mehdiya, Djerba. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces interventions? Eh bien, c'est sûr qu'on ne nous a pas tout dit. Il y a certainement un échange avec la dynastie Hafside, avec les souverains de la dynastie Hafside, et les Aragonais sont en train de se faire payer ou de se payer. Et donc, nous avons une expédition en 1286 de Roger de Loria, qui prend les îles Kerkena. 1295, le pape Boniface VIII confie le privilège des Kerkena et de Djerba à l'amiral de Loria contre une taxe annuelle de 2 kilos d'or. En 1306, le sultan Abou Assida Mohamed el-Montasser se rend à Djerba. Il tente d'assiéger, selon At-Tijani qui l'accompagnait, il tente d'assiéger la forteresse de Kouachil pour mettre fin à l'occupation chrétienne de Djerba pendant 2 mois sans y parvenir à la prendre compte tenu de son impuissance. Donc là, c'est une source d'un adjoint du sultan Hafsid. En 1308, échoue une expédition de Frédéric d'Aragon, confiée au comte de Pèlerin de Paty. En 1310, Abou Yahya Layani, ambitieux gouverneur de Tripoli, tente de prendre le pouvoir sur le Djerba. Il s'empresse d'évacuer l'île. Muntaner, c'est l'espagnol, dit « On passa à l'épée tout homme au-dessus de 12 ans et fîmes 1200 esclaves, femmes et enfants. » 1314, expédition du roi Robert, commandée par l'amiral Béranger Garros. 1333, éclate une révolution populaire à Djerba. 1335, la forteresse de Kouachel est reprise par le Hafsid Abou Bakr al-Mutawakkil, qui nomme son général Makhlouf ibn Hamed à la gouvernance de l'île. Celui-ci sera vite remplacé par Ahmed ibn Makki, qui s'avéra de suite hostile au pouvoir central de Tunis. Ibn Makki étend son pouvoir sur le sud tunisien, à Gabès, la Tripolitaine, donc Djerba inclus bien sûr, et il négocie des accords de paix avec les républiques de Venise, de Gênes, et ses 2 fils restaient alliés aux Mérinides de Marrakech contre le pouvoir de Tunis. Donc le 15 septembre 1947, donc une année après, ah oui, je devais vous dire que le souverain arrive à Djerba pour essayer de mater la révolte, et finalement il décède avec ses 2 fils qui sont assassinés, je crois, et la succession est vide, et donc le Mérinide Aboul Hassan Ben Othman prend le pouvoir. Aboul Hassan, c'est le fameux réputé sultan noir, grand voyageur, qui va profiter pour prendre le pouvoir pendant quelque temps, mais il n'aura pas assez de popularité, il sera obligé de fuir. Et voilà. Donc nous sommes dans la période mérinide de Djerba. Ibn Khaldoun est un contemporain de cette période-là. Il évoque les Djerbiens en disant que c'est une secte d'hérétiques originaire des tribus sud-Ketama et Lemata. Alors il servit les Mérinides en 1355. Il servit le sultan Abou Aynan ibn Tafrajin, qui l'emprisonna pour complot. À la mort du dernier souverain en 1358, Ibn Khaldoun concluait que l'ordre était rétabli dans le sud du pays, mais lui-même se démentit parce qu'il tient les 2 positions. Voilà. Alors, durant cette période Hafsid, donc après la prise du fort en 1335 jusqu'à 1394, nous avons un témoignage d'Ibn Naji el-Qayrawani, un témoignage sur les difficultés pour exercer l'autorité hafside, et il s'agit de Ibn Naji el-Qayrawani qui a été nommé juge à Djerba et qui rapporte: j'ai passé 3 ans et 5 mois à l'époque du sultan Abbas al-Hafsi, 1370-1394. J'ai tellement eu peur pour moi, je ne parvenais pas à partager mes affaires, car les habitants étaient des Kharijites qui ont leur propre religion et mode de pensée. Donc beaucoup de difficultés pour le pouvoir hafside de gérer l'île, d'imposer son pouvoir.
Et nous avons l'explorateur Tijani qui rapporte dans Hassan Hosni Abdel Wahab, j'ai accompagné un des rois des Banu Hafs à Djerba lors d'un convoi disciplinaire chargé de punir les habitants qui n'ont pas payé l'impôt. Ce roi ne s'est pas contenté de tuer, de piller et d'humilier les indigènes, il a exercé un contrôle sur leurs croyances et leurs pratiques religieuses. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur cette période. Djerba, en tout cas, est un enjeu entre différents intérêts. On voit que l'expédition de Louis IX, qu'on va sanctifier, qu'on va rendre Saint-Louis, en fait, elle a eu des implications qui réapparaissent subitement avec les ambitions des Aragonais. Est-ce que des conquêtes? Est-ce que c'est des moyens de se faire rembourser? Est-ce que c'est pour contrer les remboursements des francs? Voilà. Bon, il y a toute une partie que je ne vais pas développer. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les papes gagnaient leur influence en invoquant la spiritualité des rois et les souverains justifiaient leur intervention avec le soutien chrétien. Donc les manipulations tactiques allaient dans les deux sens, autant des papes à l'égard des souverains que des souverains à l'égard des papes, et en fait ils jouaient en fonction de leurs intérêts. Alors, les pressions hafsides, donc le pouvoir hafside à partir du XVe siècle est le plus harcelant sur Djerba. Alors nous avons le fameux sultan Abou Fars Abdelaziz el-Moutawakkil, qui est, dit-on, un grand seigneur hafside, et c'est lui qui va faire un détour dans l'île pour empêcher toute alliance de Djerba avec les Aragonais ou avec les partenaires autres. Donc il y a des rapports d'intérêt, parce que bon, je vous l'avais pas dit que Djerba jusqu'au XIIIe siècle, c'est une île qui se contentait en fait de l'isolation, de l'inhospitalité, de remparts, de visibilité, d'observation, mais peu à peu on connaît mieux la topographie et de plus en plus on s'impose sur l'île. Donc pour défendre son indépendantisme, Djerba est obligée de faire des alliances et elle s'allie surtout contre celui qui peut la dominer. Et donc elle s'allie avec Tripoli, elle s'allie avec les Génois contre le pouvoir hafside, etc., avec les Mérinides contre le pouvoir hafside, parce que le pouvoir hafside est le plus harcelant. Hein. Donc vraiment, elle ne veut surtout pas du pouvoir hafside, parce que c'est celui qui veut le plus Djerba. Voilà. Donc le sultan Abou Faris el-Moutawakkil se rend après une expédition dans le Gérif tunisien pour mettre fin à une rébellion dans le sud, à Tozeur, Garfsa et Tripoli. Il tente de concilier les Gerbiens au malékisme, sans succès. Alors, il n'adhérait pas aux positions du souverain. Une partie se disposaient à s'y accorder, mais refusaient de payer l'impôt. Donc, refus de soumission au pouvoir et à l'impôt hafside. En conséquence, le souverain extermina les occupants et fit établir une tour de victoire avec les têtes et les ossements de ses victimes. Donc la construction de ce monument, vous voyez que c'est une forme je ne sais pas si c'est une célébration, un cimetière ou un hommage, je n'ai pas le mot exact pour vous le dire, mais ce n'est pas, c'est une tradition, c'est une habitude que l'on avait en histoire, parce que cette tour n'a rien à voir avec celle de 1560. C'est une première tour des eaux, tour des têtes, au nord de l'île, près du port, à l'ouest de la forteresse Kouachil. Les sources sont Savoir islamique, page 328. Voilà. Alors, ce souverain fit rebâtir Borj el-Kébir, donc c'est cette fameuse castello, ce fameux château, et il reconstruit aussi le pont de Guntra pour relier l'île au continent. Et donc, l'île devient beaucoup plus accessible. Abu Amr Othman accéda au pouvoir à l'âge de 16 ans, après le décès de son père qui n'a pas régné très longtemps, et donc il a eu un très long règne de 53 ans, fortement pénible pour les Djerbiens. Selon Hassan el-Wazani, seule la mort du souverain en 1489 restituera l'indépendantisme, la paix et l'indépendantisme de Djerba. Bon, alors je vais sauter toute cette partie-là. Il y a une partie sur les archives, c'est-à-dire que
nous avons les archives nocharites, parce que bon, Djerba a été partagé en deux, et cette division va surtout s'accentuer sous le règne du dernier souverain dont je vous ai parlé, Abu Amr al-Uthman. Il va créer un conflit au sein des insulaires et des oppositions entre Wahhabiya et Nakara. Et les Nakara sont donc ceux qui se retrouvent dans le sud de l'île, se retrouvent face à deux fronts. Dans une guerre civile contre les Wahhabiya au nord et contre les troupes hafsides, les cavaliers, les nomades qui arrivent et qui passent très facilement pour leur conquête. Et donc nous allons avoir de grandes souffrances, etc. Voilà. Donc ces fameuses sources nocharites, ben, il paraît qu'on les a eues parce qu'elles sont énumérées. Et donc nous avons un certain Auguste Bossoutrot, qui était traducteur dans l'armée française, et qui a eu accès à ces documents, donc il les a cités. Et lorsqu'il a fallu les étudier, Gustave Motilensky, donc l'orientaliste scientifique, était chargé de traduire les textes, et puis il séjourna dans le Mzab, il séjourna à Djerba, il consacra l'année 1906 à rassembler toutes les écritures berbères pour les traduire, et malheureusement il est décédé l'année d'après, et donc lui a eu connaissance de ces archives nocharites, mais on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Alors, elles sont passées de Bossoutrot à Motilensky, et alors nous avons une archive qu'on appelait l'archive préservée par Francis Rébillet, qui édite la Mudawana d'Abou Ghanem, les compilations d'Abou Ghanem, qui constata l'usage de la langue berbère par les Djerbiens. Gustave Motilensky mourut inopinément. Alors nous avons aussi un autre scientifique qui s'appelle Vermando Bugnatelli, un contemporain. En 2017, il a comparé les documents ibadites de Kitab el-Berberia, la précieuse archive de Rébillet, Mudawanat Abou Ghanem, et il s'avère un ensemble de 14 livres judiciaires originaires de Tripoli qui n'évoquent pas en fait les faits historiques des Djerbiens, à l'exception de quelques poèmes épiques qui laissent penser que les manuscrits perdus évoquaient les conditions de conversion massive des Djerbiens nocharites au malékisme. Donc les Wahhabiyas gardaient leur religion et acceptaient de payer l'impôt. Les nocharites acceptaient de changer de religion, de passer au malékisme, mais ils ne voulaient pas payer. Et donc, ils vont rentrer en conflit contre le pouvoir hafside, et le pouvoir hafside va répondre avec beaucoup de brutalité. Alors, on arrive donc au XVIe siècle. XVIe siècle, il y a eu plusieurs expéditions sur Djerba. Bon, écoutez, je vais citer les dates. En 1500, 1510, 1520, 1531, 1560, qui restera la plus traumatisante pour ces Espagnols. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur cette bataille. Bon, on verra. Alors, j'ai quelques témoignages intéressants de cette époque. Nous avons les témoignages de Djerba au XVIe siècle, de Léon l'Africain. Alors, Léon l'Africain, de son vrai nom, Mohammed El-Wazan Zayani, capturé à Djerba, envoyé à Rome, il se serait converti au christianisme pour revenir à Tunis et retrouver sa religion. Il rapporte une description physique de l'île de Djerbo Ilo, dont l'expression en langue courante serait à peu près une terre sablonneuse de 8000 surfaces, garnie par une infinité de vignes, de dattes, de figues, olives, fruits. Chacune des possessions est bâtie une maison. En chacune des possessions est bâtie une maison. Et là habite une famille à part. Vous voyez, on retrouve le système djerbien qui n'a pas de cité. Il y a le houch, donc il y a un terrain, une maison, une famille. Donc c'est un système juridique très ancien, basé sur la famille et non pas sur la tribu, et non pas sur la ville. Donc c'est toute cette originalité de l'île de Djerba, eh bien on le voit dans ce témoignage de Léon l'Africain. Alors, peu et plusieurs maisons ensemble. Peu et plusieurs maisons ensemble. Ça veut dire qu'il y a très peu de villages ou de villes. Il évoque un grand fort sur la mer, un grand marché où l'on prendrait pour une foire
parce que tous les habitants de l'île s'y rassemblent. Donc, vous voyez, c'est le souk, le marché. Une fois, régulièrement, on se retrouve dans ce grand marché. Les paysans commercent le bétail, les laines en grande quantité, du raisin sec qui est envoyé à Tunis ou Alexandrie. La forteresse est assaillie par une armée de chrétiens réhabilités par le roi de Tunis, car autrefois c'était un village. Donc vous voyez que le pouvoir espagnol, bon, est en alliance avec le pouvoir de Tunis. Donc nous sommes en quelle année? En 1518. Donc j'ai d'autres témoignages intéressants, ceux d'Antonio Cirni, soldat corse, ceux de Thomas Holzheimer, un Allemand faisant partie de l'expédition, emprisonné et libéré sous caution, celle de Landefrucci il Bosio, la carte de Castaldi, les sources de Fernand Braudel, qui évoquent une île qui a sauvegardé sa forêt d'oliviers, dont l'huile et le vin sont réputés jusqu'en Angleterre. L'Angleterre venait chercher de l'huile et du vin aux dépens de l'Espagne. Donc il faut se remettre dans le contexte géostratégique de l'époque. L'Espagne est en déclin et l'Angleterre, c'est un peu sa concurrente directe, mais l'Angleterre est en train de s'enrichir. Elle est en train de mettre en place son développement économique. Elle est en train de préparer sa révolution industrielle. Donc ça c'est basé sur quoi? Sur une diversification du commerce, donc ils sont en train de profiter de l'or des Espagnols, mais eux sont en train de s'équiper et ils diversifient leurs sources. Donc l'Espagne est en train peu à peu de diminuer son influence en Espagne tout au long de ce XVIe siècle, on le verra. Par contre, l'Angleterre va arriver, bon, surtout au XVIIe siècle. Mais bon, on voit déjà ici que Djerba vendait du vin et de l'huile à l'Angleterre. Alors voilà, donc la bataille de mai-juillet 1560 à Djerba. Alors le projet concernait Tripoli, l'instigateur du projet était probablement Jean de la Valette, grand maître de Malte en 1557. Les chevaliers de Malte avaient perdu leur base africaine et ils pensaient qu'une attaque contre Tripoli restituerait l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de Malte et de Jérusalem, d'autant que la cité ne renfermait que 500 Turcs. Le personnage de Dalrout, était haï, c'était le pacha, celui qui s'est pris le titre de pacha. Les paysans d'Efriqiya, nomades libyens, sujets tripolitains, sudistes de Gabès ou insulaires, tous subissaient donc c'est pas écrit, mais ils subissaient en fait comme des razzias, vous voyez. Alors les Ottomans viendraient-ils soutenir un corsaire brutal? Parce que vous voyez que même le titre de pacha, dont se vend Dalrout Pacha, n'est pas encore reconnu par la porte sublime. Donc vous voyez, il a pris la conquête, il prétend parler au nom de l'Empire ottoman, il prétend défendre ses intérêts, mais l'Empire ottoman ne lui a pas encore donné l'appareil. Et pourtant, c'est quand même ça va être un allié très important dans les conquêtes ottomanes. Alors, les Ottomans viendraient-ils soutenir un corsaire brutal, autant craint que mal aimé? Ils étaient empêtrés dans les conflits avec la Perse, subissaient une guerre civile avec le prince de Bajazel. Ce constat ne suffisait pas à mesurer la réalité objective. Le souverain maltais s'accorda avec Jean de la Cerda, vice-roi de Sicile, pour un projet de conquête de Tripoli. Philippe II approuva, une coalition de croisés se mit en route et le duc de Florence, le pape, les seigneurs de Gênes apportèrent leur soutien. Ainsi, une expédition téméraire s'en allait punir Dragut, qui gagna à ce moment-là l'intervention de l'Ottoman. Et ce sont les éléments qui vont provoquer cette fameuse bataille de Djerba de 1560. Je ne vais pas pouvoir tout vous lire quand même. L'expédition ne s'en tiendrait pas à son projet initial de gagner Tripoli. Elle détourna son objectif sur Djerba et établissait une base de défense. Donc Djerba s'est retrouvé dans l'échiquier des opérations de guerre entre Espagnols et Ottomans, entre actes de piraterie et représailles, entre catholiques et musulmans. Or, elle n'était pas plus proche des Espagnols que des Ottomans, elle voudrait garder une neutralité bienveillante, bien qu'elle subissait les pressions des corsaires et les attaques de Bédouins. Elle craignait fort la Tripolitaine depuis que celle-ci était tombée en 1551 entre les mains de Dragut. Les habitants de Djerba vivaient les violences du gouverneur de Tripoli, les expéditions punitives, les exactions
se poursuivait régulièrement contre les habitants. Les appels de Cheikh Masoud Smoumni et de Yahya Slimane ne concrétisaient pas l'aide de Tunis. Le souverain Hafsid était sous suzeraineté des Castillans, mais n'intervenait pas pour un contrôle du sud et de Gantla. Alors, bon, je ne vais pas trop m'attarder, mais il y a de bonnes analyses qu'il faut lire dans le détail, donc je vais sauter toute cette période. Alors, Dargout Pacha, je crois que j'en ai parlé. Je ne vais pas rallonger. Dargout Pacha. L'époque fut très difficile pour Djerba, depuis que Tripoli était tombé entre les mains de Dragut en 1551. Les insulaires subissaient des pressions et des abus inacceptables, ne supportaient pas le despotisme de Dargout Pacha, d'Oulik Pacha, criaient vengeance, appelaient au secours du roi de Tunis. Les Ibadites sollicitaient le soutien du roi Hafsid, des Espagnols, et Dragut poursuivait l'écume des mers, les raids en Méditerranée, les razzias contre les populations de Djerba, de Gafsa, de Kéran. Les troupes castillanes arrivaient à Djerba pour renforcer les places militaires à Houmsouk, à La Rochette. La Rochette, Rochetta. Tout le monde ne sait pas parce qu'on a perdu ce nom. En fait, c'est le côté du Charch, là où il y a le Darjerba. Autrefois, il y avait un grand rocher. Donc, vous voyez, on trouve sa trace et c'était une place militaire à l'époque du XVIe siècle. La Rochetta et Kantara. Kantara, bien sûr, c'est un lieu stratégique contre les menaces des Tripolitains. Alors, Dragut, qui est aussi donc un fin stratège, observait et n'intervenait pas tant que les Espagnols dominaient. Lorsque les renforts turcs arrivent, il participe à la bataille en coupant les ravitaillements des bateaux espagnols et leurs possibilités de retraite. Apprenant le mouvement de renfort des chrétiens depuis Kerkna et Tripoli, il attaque la flotte dans la violente tempête. Donc il ose, à ce moment-là, les Espagnols devaient recevoir des renforts, et lui, il ose attaquer ces renforts dans la tempête. L'amiral Doria fut coupé de sa flotte, de ses vivres. Il préféra abandonner ses troupes que de tomber entre les mains de son grand ennemi, puisque je vous avais raconté la dernière fois que Loria et Dragut ont des vies parallèles et ils échappent l'un à l'autre durant toute la période. Donc c'est vraiment un combat entre eux. Alors, l'attitude du gouverneur de garnison Álvar de Santos fut différente. Blessé et épuisé, il refusa de lâcher son épée. La chronique rapporte qu'il remit son épée au pacha Dragut, qui l'épargna en respect du courage et de la loyauté de soldats. Une tour de crâne a été composée, donc vous voyez, ça c'est la deuxième tour de crâne, avec les ossements. Le pouvoir hafside devenait de plus en plus menacé. Les Ottomans s'étaient imposés en Afrique depuis 1557, prenaient Djerba en 1560, qu'ils remettaient aux Tripolitains. Plus tard, ils vont échouer à Chypre, à Malte. Non, ils vont gagner à Chypre, ils vont échouer à Malte, ils vont perdre à Lepante et ils vont gagner à Tunis en 1574, date qui sonnera le glas de la dynastie hafside. Alors, Djerba tombe sous l'oppression tripolitaine. Bon, je vais sauter la partie des Wahhabiyya et des Nakara. Bon, je vous ai dit, j'étais pas en forme aujourd'hui, donc je vais plutôt lire. À la fin du XVIe siècle, Djerba vivait une grande misère sociale, avec une forte mortalité liée aux maladies, aux combats. La démographie était déficitaire, un sexe ratio très inégal, de très faibles capacités en hommes pour se défendre. Les incursions continentales déferlaient sur une île sans défense. Ramdan Basha, gouverneur de Tripoli, donc le gouverneur Ramdan Pasha, qui dominait l'île, ne payait plus les charges de ses soldats. Pour combler leurs soldes, ceux-là pillaient les ressources et ravageaient les campements à leur guise et en toute impunité. Ramdan Pasha finira assassiné par ses troupes en 1584. Alors là, c'est un peu un côté inédit de l'histoire. Son épouse n'eut de choix que de fuir vers Istanbul avec une fortune de 800 000 ducats, 400 captifs chrétiens, 40 jeunes filles esclaves. Arrivée à l'île de Zante en escale,
Elle semblait bien accueillie par les autorités locales. Elle fut attaquée par une flotte vénitienne de l'amiral Emo qui fit tuer ses 200 soldats, égorgea le fils dans les bras de sa mère, fit violer les jeunes filles qui accompagnaient la veuve après leur avoir coupé les seins et jeté à la mer. Donc ça, ce sont des citations. Est-ce réel ou est-ce n'est pas réel? Est-ce que c'est de la mauvaise poésie? Est-ce que c'est un rapport policier qui a été fait à l'époque? En tout cas, à la suite de cet événement, Istanbul était sur le point de guerre. Venise fit arrêter l'amiral Emo et l'exécuta et accepta toutes les conditions de dédommagement pour éviter la guerre. Donc on termine ce 15e siècle, ce 16e siècle, pardon, dans les difficultés. Et puis ce début de 17e siècle, Djerba est connu de sinistres références. Eid el-Wild. C'est souvent, on dit l'année de l'enfant, et qu'en arabe on parle de la fête de l'enfant, et en fait il s'agit plutôt de l'année de l'enfant, où Brahim Pacha justifia le viol sur toutes les femmes pour combler le déficit d'impôts, le déficit de production. Terrifiés par les agissements monstrueux, les Bédouins, le Cheikh Moussa ibn Jdoud, implora l'aide du soutien du Dey Youssef de Tunis. Donc à partir de ces massacres, Djerba, qui s'opposait aux Hafsides, mais bon, maintenant les Hafsides ont été renversés, il y a les Ottomans qui sont au pouvoir, et donc maintenant Djerba se retourne vers le Dey, donc une dynastie qui est en train de se mettre en place, et les troupes de Youssef Dey, qui lui-même était originaire de Tripoli, est un Turc originaire de Tripoli, vengèrent les Djerbiens et encore une fois établir une tour des crânes aux côtés de celle de Darout Pacha. Une tour des crânes autour de celle de Darout Pacha. Voilà. Je termine ce 16e siècle et ben voilà, la prochaine fois, je vais attaquer le 17e siècle avec les Dey, mais bon, j'ai pas tout dit, bien sûr, mais je pense que vous pouvez trouver beaucoup d'informations dans le bouquin, surtout par rapport à Djerba. J'ai pas parlé du 11e siècle, j'ai évoqué aussi brièvement, et c'est un peu difficile enfin, je n'étais pas dans mon assiette pour faire une synthèse générale où l'on puisse comprendre le déroulement du siècle. Voilà, on en est à combien? Bon, il y a une nouvelle version du direct que je connais pas bien. Alors je vous dis bientôt. Ciao, 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 ciao.